Les dossiers de la mémoire. Il y a 62 ans, jour pour jour, le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris à l'appel de la fédération du FLN en France pour dénoncer un couvre-feu raciste imposé aux seuls Algériens par le préfet de police Maurice Papon, sont violemment réprimés par la police de ce même Papon. La violente répression va provoquer des centaines de morts et des milliers de blessés et d'arrestations. Le 17 octobre 1961, des centaines d'Algériens sont noyés dans la Seine et des centaines d'autres sont morts suite à des traumatismes crâniens. Le 17 octobre 1961, le sang des bidonvilles coulait à flot sur les boulevards parisiens. Pour revenir sur cette page à la fois glorieuse et tragique de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux moudjahidettes. J'ai nommé Madame Saliha Djefel Sassi, moudjahida. Elle a commencé son histoire avec la guerre de libération nationale, a commencé justement en France, au sein de cette immigration qui a tant donné pour la révolution algérienne, avant de rejoindre par la suite l'état-major de la révolution algérienne. J'ai avec moi également la moudjahida Gelmia Firga, qui a milité au sein de la fédération du FLN en France. Nous aurons également, à partir de Lyon en France, Nassar Khabat, du collectif citoyen de la communauté algérienne établie en France. Mesdames, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. J'ai dit que c'est une page, Madame Saliha Djefel Sassi, une page qui est à la fois tragique et glorieuse dans notre histoire, ce 17 octobre. Tout à fait. Tragique, je ne veux pas revenir sur ce que vous venez de dire. Ces Algériens qu'on a jetés dans la Seine, ces Algériens qu'on a bastonné, bastonné, qu'on a traumatisés à vie, ceux qu'on a renvoyés en Algérie pour qu'ils se fassent tuer là-bas, ça c'est le côté tragique. Le côté glorieux, c'est cette immigration qui a tant donné à ce pays et qui ne s'est jamais sentie étrangère à son pays. Cette immigration qui, dès le début, dès qu'il y a eu l'implantation du Front de Libération Nationale en France, s'est investie dans ses rangs et a écrit des pages de gloire. Nous aurons l'occasion, je pense, d'en discuter plus avant. Madame Feria Gelmia, donc un mot sur cette date du 17 octobre 1960. C'est un véritable génocide. Ce n'est même pas un crime. Pour moi, c'est un génocide que la France a commis pour ce rassemblement au milieu de la capitale des droits de l'homme. C'est des contradictions à ne plus en finir. Que le monde, ce 17 octobre a permis aux Algériens de démontrer leur algérianité et la lutte qu'ils ont faite pour leur algérianité. Alors, pour évoquer le 17 octobre, ce massacre, donc on doit rappeler brièvement l'histoire glorieuse de la fédération du FLN en France, qui n'a pas commencé donc en 1961, mais qui a commencé justement au lendemain du 1er novembre. Les premières cellules étaient structurées dans des difficultés que nous connaissons, et puis en 1958, le Front de Libération Nationale décide de lancer un second front sur le territoire de l'INPI. Oui, effectivement. Effectivement, la lutte de libération a commencé tout de suite. Il y a eu le déclenchement en novembre 1954 et en France, il y a eu les premières cellules. Sauf qu'en France, il y a eu, et ma sœur Garmia pourra aussi en parler également, parce que toutes les deux, nous étions à Lyon. Oui. Et nous avons fait toutes les deux partie de la première vague d'émigration. Pour nous, nous sommes partis en France avec mon père en 1949. Donc c'était la première vague. Et les Algériens qui ont reconstruit
La France. La France, les au lendemain de la seconde. les 30 glorieuses ont été faites grâce au sacrifice de tous les ouvriers algériens qui ont reconstruit la France. Donc il y a eu évidemment la participation active des Algériens. Et il a fallu au moins dans la région où nous étions, il a fallu 2 ou 3 années pour que le FLN s'implante fortement dans la région lyonnaise. Et cela s'est fait au prix de nombreux sacrifices. De nombreux militants ont été assassinés, non seulement par la France, mais également par les commandos du MNA. Oui. Vous évoquiez le deuxième front. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Oui. Il n'y a que la révolution algérienne qui a pu mener, en tant que pays colonisé, qui a pu mener le combat dans le pays du colonisateur. C'était une prouesse révolutionnaire. Bien sûr, bien sûr. Il y avait eu, avec l'arrivée de Gaulle en 1958, il y avait eu beaucoup d'opérations qui ont affaibli les maquis. Oui. Et donc, pour donner un peu de répit à ceux qui se battaient en Algérie, la fédération du FLN en France a décidé de transporter le combat sur le terrain de l'ennemi. Et c'est ainsi qu'en août 1958, il y a eu le deuxième front en France. Il y a eu plus de 250 attentats sur le plan. La seule consigne, c'était de ne pas s'attaquer aux civils, de cibler uniquement la police et de cibler les intérêts économiques de la France. C'est ainsi qu'il y a eu Mouropiane. Mouropiane, c'était le plus grand dépôt, de pétrole en France, qui est resté en flammes pendant des semaines. Il y a eu Le Havre, il y a eu Vincennes. Oui, il y a eu beaucoup d'actions. Donc ce deuxième front, si vous voulez, a montré à tous les pays du monde entier que la révolution algérienne était là, que le peuple algérien voulait son indépendance et que c'était le FLN qui menait le combat. On a évoqué ce deuxième front, mais la structure de la Fédération de France, Madame Félia Guelmia, donc les militants du Front de Libération Nationale ont réussi également à mettre en place une structure vraiment solide sur le territoire même de l'ennemi. Avec une discipline très ferme. Rigoureuse, oui. Rigoureuse. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. On est arrivé au 17 octobre, puisque Horti Saleh a résumé les faits avant le 17 octobre. Le 17 octobre a existé selon les rapports de la base. Oui. Il y a eu le couvre-feu par Papon. Oui. Les Algériens, surtout les ouvriers, travaillaient dans les cafés le soir. Et s'il y a couvre-feu à 8h30, les messages ne passaient plus. Et certains ouvriers travaillaient même 3 fois 8, donc ils travaillaient le soir. Mais il fallait qu'ils puissent travailler le soir. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Il a été demandé par la base. Ce n'est pas une décision qui est venue de la Fédération de France. De la Fédération de France, par les militants qui ont fait des rapports écrits qui existent et demandant de leur permettre de faire quelque chose pour enlever ce couvre-feu. Le Qiyada a été saisi et la réponse finale, c'était oui, vous pouvez faire une manifestation pacifique. Rien dans les mains, rien dans les poches, comme on disait à l'époque. Endimanché, parce que les bougnous, pour eux, c'était toujours quelqu'un de déglingué, excusez l'expression. Là, ils ont vu les vrais militants de la fédération. Et suite à quoi, on nous a donné à choisir entre le 14 et le 17 octobre. Le 14, c'était pas possible, on n'était pas prêt, il fallait avertir. Donc ça a été préparé pour le 17 octobre.
Mais avant le 17, donc, parce que c'était un couvre-feu raciste, et nous savons que Absolument. le racisme, c'est le fondement même du colonialisme. Il y avait déjà ce qu'on appelait les ratonnades, donc qui visaient des Algériens, des femmes, des hommes, même des enfants, se faisaient donc massacrer dans les bois de Vincennes, ou bien sûr au niveau donc de la Seine-Saint-Denis et ailleurs, même dans les autres villes françaises. Surtout dans les bidonvilles. Oui. Je pense que ceux qui ont le plus subi, c'est les Algériens qui habitaient dans les bidonvilles. Parce que c'était très facile. Il y avait des descentes constamment. Je me rappelle, comme chez Saliha, c'était un PC. Donc, on avait droit à la visite de M. Chabot avec son équipe régulièrement. Chabot, c'était le patron de la DST de Lyon, installé à Vauban. Il ne trouvait pas de traces jusqu'à un certain moment, mais il était persuadé que les 3 filles de la maison faisaient la liaison et que le papa travaillait, bien sûr. Alors, c'est-à-dire la tragédie a été vécue par les Algériens à Paris, mais nous savons que toutes les autres villes étaient également concernées par cette répression. Il n'y avait les pas grandes que Paris. Villes, toutes les grandes villes françaises. Toutes les grandes villes de France ont eu des manifestations. J'ai vécu la manifestation de Lyon. Alors, comment vous avez organisé, c'est-à-dire les structures de la fédération avaient préparé cette manifestation? Absolument. Oui. Pour ma part, c'était le régional qui était venu à la maison et qui m'avait expliqué ce qu'il fallait faire, comment faire et pourquoi. Parce qu'il avait reçu des instructions. J'ai dû donc, dès la soirée, la veille, averti moi-même et d'autres sœurs qui faisaient la liaison, d'autres responsables, on a essayé d'avertir toutes les femmes militantes, dans tous les foyers de militants FLN, d'être à l'heure, à 10h, devant la prison Saint-Paul, à Perrache, Lyon. Et le lendemain, donc, les voitures arrivaient de partout. Les taxis, les bus, toutes les femmes se sont rendues devant la porte de la prison Saint-Paul. Ça, c'était le lendemain. Le lendemain. Le lendemain, c'est-à-dire après les... il me semble que c'était le 19. Le 19, octobre. Donc il y avait le 18, il y avait le 17. Donc on revient sur cette journée donc fatidique du 17, Madame Saliha Felsassi. On dit que c'était une déferlante, donc, mais bien organisée. Les Algériens, elle l'a dit, ils étaient endémanchés, bien habillés, ils n'étaient pas armés. Ils vont répondre donc à l'appel de leurs frères pour dénoncer ce couvre-feu raciste. Donc ils vont venir à partir notamment des bidonvilles, des banlieues parisiennes et des banlieues des autres villes pour exprimer haut et fort leur dénonciation de ce couvre-feu, mais également rappeler leur soutien au gouvernement provisoire de la République algérienne et au Front de libération qui menait, on doit le rappeler, il menait à l'époque les discussions, donc les négociations, c'est-à-dire qui est interrompu en juin 1961, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quand on parle de cette journée du 17 octobre, que je n'ai pas vécu en France, mais que nous avons tous vécu dans les maquis. Parce que, vous savez, les maquis, on recevait tout ce qu'il y avait comme nouvelles. Moi, j'aimerais rebondir sur le fait de l'organisation de la Fédération de France du FLN. C'était structuré, mais d'une façon remarquable. Beaucoup d'Algériens ont suivi la bataille d'Alger. Ont suivi, si vous voulez, la structure pyramidale de ce qui se passait au niveau d'Alger. En France, c'était la même chose. Il y avait un cloisonnement, il y avait une organisation et il y avait une discipline, parce que sans la discipline, nous ne serions arrivés à rien. En France, nous n'avions pas l'avantage de nous trouver chez nous. En France, nous étions chez l'étranger. Même si nous n'avons jamais fait la confusion entre la France coloniale et le peuple français. Parce que beaucoup de Français nous ont aidés dans notre lutte.
Et j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'au 17 octobre, il semble que beaucoup de Français ont été scandalisés et ont aidé, comme ils ont pu, les Algériens à fuir, à se cacher sous les porches, etc. Donc, cette lutte qui était menée par la Fédération de France au FLN, c'était la lutte des damnés de la terre, j'allais dire. Oui. Et pour vous faire comprendre, moi, je vais vous citer une anecdote. Oui. Mon père, qui était responsable du FLN, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu suivre. La révolution, ça a été une affaire de famille. Ça a été une affaire de famille. Aussi, le père, la mère, oui, aussi une Oui, affaire de famille. oui. Le père, la mère, les enfants. Donc, notre père étant responsable de secteur au niveau de la région lyonnaise, nous avons été très vite mis au service de la Révolution en tant qu'agent de liaison pour des lettres, pour des documents, pour des armes. Mais moi, quelque chose qui m'a frappé. Mon père avait un café, restaurant garni, où il y avait beaucoup d'Algériens qui vivaient dans ce garni, puisque la plupart vivaient là sans famille. Parce que l'apport des familles s'est fait par la suite. Au début, il y avait très peu de familles algériennes. Il y avait surtout des ouvriers. Et chaque dimanche, mon père m'emmenait avec lui dans ce café. Je me mettais à une table et pendant toute la journée, il y avait un défilé d'ouvriers qui venaient pour que moi, ayant eu la chance d'aller à l'école, je puisse leur écrire des lettres. Et c'est ce que je faisais. Et ils arrivaient avec leur béret, avec leur casquette. Ils se mettaient en face de moi, gênés. Vous savez, si Hassan, je les revois. Je les revois encore, triturant leurs mains, et puis me disant, voilà, demande si ma mère va bien, demande si mon père n'est plus malade. Est-ce qu'ils ont acheté des chaussures à Omar? Bien. Ils vous mettaient dans des confidences vraiment intimes, dans leur intimité. Oui. Parce que, à l'époque, je me rendais compte, même si j'avais 13 ans, à l'époque, je me rendais compte que j'étais le lien entre la patrie et ses expatriés, malgré eux. Que j'étais le lien entre ces déracinés. Et ils disaient, moi, je les connaissais parce qu'on disait c'était les ouvriers Trasma. Pendant des mois et des mois, je ne savais pas ce que voulait dire Trasma. Ce n'est qu'après que j'ai fait le lien, c'était les ouvriers du terrassement. Ceux qui construisaient la France, ceux qui bâtissaient la France, et ceux qui n'avaient rien. Taillable et corvéable, ah merci. La main-d'œuvre bon marché. Et c'est ceux-là que la Fédération de France du FLN a structuré. C'est ceux-là qui ont cotisé. C'est ceux-là qui ont été dans l'os. Ce sont ces ouvriers du Trasma. Ce sont ces ouvriers qui ont été les héros. Qui ont été les héros de toutes les actions qui se sont passées pendant le Deuxième Front. Donc, ce sont ces choses-là qui structurent la personne. Et quand j'évoque ces ouvriers, pour moi, c'est ça. C'est d'abord ça, la Fédération de France du FLN. C'est la base. C'est la base qui a tout donné. Et à laquelle, je pense personnellement, que nous n'avons pas suffisamment rendu hommage. Et je profite de cette occasion pour dire à tous ces ouvriers, pour dire à tous ces enfants de Tlemcen, de Biskra, d'Oran, que la misère de la France coloniale avait conduit sur son terrain, que votre combat n'a pas été vain. Et que si vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, l'Algérie indépendante a donné à vos enfants cette chance. C'est la même blessure parce que, pour ma part, j'allais chercher les cotisations. Et dans les bidonvilles,
Lyon, c'est une Est-ce que vous ville. pouvez nous décrire avant l'ambiance dans les bidonvilles? Donc nous avons des images évidemment. Quel était votre regard sur le bidonville? J'en suis meurtrie jusqu'à Oui, maintenant. oui, oui. Quand je pense à ça, c'est tout un bouleversement parce que j'arrivais en fin d'après-midi, début de soirée pour trouver les ouvriers et je tapais là où je devais taper. Je trouvais un ouvrier en train de faire un petit ragoût dans des conditions lamentables, avec une casserole vraiment dans un état piteux, pour aller taper d'une porte à l'autre avec la pluie de Lyon très forte. Il y avait de la boue, donc je marchais comme eux, comme leurs enfants, dans la boue. C'était une situation où son pantalon, c'était un maçon voilà, avec Oui. Une combinaison, donc le bleu. une combinaison, oui, Oui. toute pleine de ciment ou de plâtre. Donc c'était vraiment très dur d'aller faire la tournée chez les ouvriers, dans les baraquements, à Vénissieux, aux Minguettes, toute la Villeurbanne. Et malgré cette situation, ils étaient là. Ils payaient. Donc, Ils payaient. oui. Il n'y en a pas un qui refusait. Il m'est arrivé d'aller dans des familles pour aussi récupérer quand la cotisation n'avait pas été payée. Elle n'avait pas été payée pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de quoi la payer. Il avait des enfants, il avait une lourde charge, il ne gagnait pas tant que ça. Mais malgré ça, je disais ce qu'on m'avait dit de dire. Et je devais donner un délai et revenir chercher la cotisation. Mais tout le monde payait. Tout le monde payait. Donc, est-ce que cette tâche, vous étiez le lien entre cette base et aussi donc des responsables, est-ce qu'il y avait est-ce que les responsables connaissaient le sacrifice réel de cette base? Absolument. Absolument, bien sûr qu'ils le connaissaient. Parce que dès l'emprisonnement massif, les responsables ont pensé à créer le comité de soutien aux détenus. Donc, là, le mari détenu, nous portions la paye à la famille pour la soutenir. On ne les a pas laissés hak-zak. Et comme le FLN envoyait aussi des mandats aux détenus. Des sœurs qui n'avaient aucune relation avec la personne qui était emprisonnée déclaraient qu'elles étaient la fiancée ou autre du détenu pour pouvoir le voir. Entre-temps, les familles préparaient des paniers. Les paniers partaient chargés pour tout le monde. Tout était distribué à l'intérieur de la prison. Le FLN était organisé à l'intérieur des prisons. Donc ça passait, ça communiquait, et s'il y avait un renseignement à donner, c'était l'agent de liaison qui allait en visite, qui s'arrangeait à le donner. Alors maintenant, Madame Saliha Bifali, quand est-ce que vous avez pris connaissance de l'ampleur du massacre du 17 octobre 1960? Ben, écoutez, Parce que à l'époque, les autorités françaises, les médias français avançaient le chiffre de 2 morts, je pense. deux ou trois morts, oui. 2 ou 3 morts. Ils ont essayé de minimiser oui. au maximum. Et ils ont également voulu faire entendre aux autres peuples que ça n'était pas du tout une manifestation pacifique. Oui. Que non, que les ratons, que les bougnoules, tout ce que vous voulez, étaient sortis pour casser du français. Mais même si à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tous les outils technologiques que nous avons maintenant, il y avait tout de même des photographes, il y avait des correspondants de presse étrangers qui ont couvert cette manifestation. Et je pense qu'il y avait un photographe italien qui était sur place, qui a photographié. Enodi par la suite aussi, qui avait pris beaucoup de photos. Enodi a fait tout un dossier. Et donc les photos ont été diffusées très largement. Et tout un chacun a pu voir L'ampleur. il y a des photos où on voit ces policiers hargneux
avec leurs gabardines, en train de courir après des gens désarmés, en train de leur fracasser le crâne avec leur gourdin blanc. On voit bien ça sur les étoiles. Les photos en noir et blanc sont plus parlantes que les photos en couleur. Et donc tout ça n'a pas pu être caché. Et tout ça a pu aider le gouvernement provisoire de la révolution algérienne qui était né juste après l'ouverture du deuxième front. En août, le 19 septembre, on a eu. Donc ça, c'était des outils qui permettaient au gouvernement de négocier au mieux des intérêts de l'Algérie. Donc l'ampleur de cette manifestation a été connue tout de suite, même si on a voulu le cacher, même si on a voulu le minimiser. Moi, j'aimerais, vous avez posé tout à l'heure une question à Garmia concernant les bidonvilles. Je pense qu'on ne s'éloigne pas du 17 octobre. Exactement. Mais il y a certains faits que, par devoir de mémoire, nous devons rappeler. Eh bien, il y avait, et Garmia a certainement eu l'occasion d'y aller, il y avait un très grand bidonville au chemin des Bourgs, à Villeurbanne. Exact. C'est un bidonville où il y avait de la boue, vraiment j'allais dire, des conditions presque préhistoriques. Pas d'eau, bien sûr, pas d'eau, pas d'électricité. Le minimum vital n'existait pas. De confort, parce que pour le reste, vital, quand on a un morceau de galette et un peu d'eau, on peut survivre. Eh bien, dans ce bidonville, il y a eu en 59, et là, c'est aussi une des choses qui m'a particulièrement touchée. Il y a eu une descente d'un commando du MNA. Et 7 ouvriers qui cotisaient au FLN, responsables ou non, moi je ne saurais vous le dire, je ne peux pas vous le dire. Je suis allée par la suite, je suis allée au chemin des Bourgs, et la cabane où étaient ces ouvriers, vous savez, ils ont été, on les a... C'est terrible. Il y en a qu'on a étranglés, il y en a qu'on a égorgés, il y en a qu'on a fracassés avec. Oui, je sais que tu as. Ma sœur. Oui. Ces ouvriers étaient en réunion avec Très mon bien. oncle, qui a reçu un coup de hache à la tête. Très bien. Et les 7 autres, et vraiment. Donc c'était des pratiques qui allaient dans le sens de Maurice Papon, parce que qui avait recruté donc en France des supplétifs, les forces de police auxiliaires, à la Goutte d'Or, à la solde du. Bien sûr. C'est aussi donc des pratiques condamnables de la colonisation, des autorités françaises à l'époque. C'est eux qui encourageaient donc fortement encouragés par la France, parce que tout ce qui pouvait affaiblir, tout ce qui pouvait affaiblir le FLN était le bienvenu. Papon a été choisi par rapport au massacre qu'il avait fait à Constantine. Ils l'ont emmené sur Paris parce qu'il avait déjà traité de la même manière sur Constantine. C'était quelqu'un de... Alors nous avons avec nous, donc à partir de Lyon justement, on parlait de Lyon, donc Monsieur Nassar Khabat, il est du collectif citoyen de la communauté algérienne établie en France. Monsieur Nassar Khabat, bonjour. Bonjour à vous, à tous. Donc nous sommes en train d'évoquer avec mes invités des Moudjahidettes, Madame Saliha Felsassi et Madame Garmia Feria. On est en train d'évoquer cette date du 17 octobre 1961. Je sais que vous êtes en train de préparer justement la commémoration donc, en France de cette date qui a marqué notre histoire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, je vous salue. Je salue notamment vos deux invités, vos vaillantes invités, je voudrais dire, qui ont osé dénoncer avec force et conviction ce 7 octobre noir 1961
cette injustice qui régnait sur la communauté des Algériens en France. Effectivement, c'est un drame, une tragédie de ces hommes et ces femmes qui ont trouvé la mort pour avoir juste eu la volonté de manifester une injustice qui, je vous le rappelle, le 15 octobre 61, un décret venait interdire la possibilité aux Algériens et aux Algériennes de se déplacer. C'est un crime d'État orchestré, organisé, structuré, qui doit être dénoncé avec force et conviction. Et comme chaque année, depuis quelques années, la communauté s'empare de cette date qui vient faire front autour de notre engagement citoyen, à cet appel de la Fédération de France du FLN, pour venir finalement consolider l'idée que l'Algérie et les Algériens sont un et indivisibles, et que devant cette date, nous sommes mobilisés, nos anciens, ceux qui sont témoins de cette nuit noire, et pour transmettre aux plus jeunes aussi, de ne jamais oublier ce drame qu'a vécu la communauté des Algériens de France. Et nous commémorons, comme chaque année maintenant avec force, ce 17 octobre. Nous avons appelé à manifester le 15 octobre, le dimanche 15 octobre, pour être très nombreux sur le pont de la Guillotière à Lyon, mais seront nombreux sur tous les ponts de France et à Paris notamment, toutes les organisations, pour qu'enfin nous puissions mettre au grand jour et devant les tribunaux, demain, cette réalité qui est venue ensanglanter la communauté des Algériens de France. Et je pense cette année, vous, dans le cadre donc de ces associations, vous comptez déposer plainte contre les autorités françaises pour ce crime qui n'a pas encore révélé toute son ampleur, n'est-ce pas? Oui, puisque aujourd'hui, depuis quelques années, certains hommes politiques, pour le nommer, Christian Delanoë déjà était le premier qui a reconnu cet événement, et après François Hollande, et après même le président actuel Emmanuel Macron. Je crois que chaque crime doit être réparé, doit être exprimé et doit venir soulager les familles qui ont perdu ce jour-là, des disparus, des hommes et des femmes qui n'ont eu pour seule défense le fait de manifester pacifiquement. Et je crois que nous sommes, et nous le rappelons, épis de justice, épis de droit. Et je crois que c'est seulement les tribunaux, et devant les tribunaux, pourront s'apaiser les plaies de cette nuit noire. Je vous remercie donc et je vous dis bon courage pour mener à bien toutes ces initiatives que vous avez programmées pour le 17 octobre 1961, 17 octobre 2023. Merci beaucoup. Ce courage peut être alimenté que par le nombre, la masse de citoyens algériens et algériennes qui viendront traduire leur volonté d'aller plus loin dans cette nuit noire pour pouvoir exprimer en nombre cette commémoration qui doit être importante. Encore une fois, merci, Monsieur Nasser Khabat. Merci à vous, merci à vos invités. Vous étiez avec nous au téléphone à partir de Lyon. Je rappelle que vous êtes responsable du collectif citoyen de la communauté algérienne établie en France. Donc j'aimerais vous faire réagir, Madame Galia. Je voudrais réagir pour les plaintes dont Monsieur parle. Oui. Des plaintes ont été déposées déjà en temps voulu et de nombreuses plaintes, notamment, je cite une avocate, Nicole Rhin, qui a plaidé en Algérie et en France. Elle a déposé plusieurs plaintes qui sont restées vaines, bloquées, d'une part. D'autre part, je reviens aux journalistes et photos. Oui. Les premières photos ont été prises par Élie Kagan, qui était le seul à être admis, et il les a pris discrètement. Il avait vu quelqu'un le regarder d'un balcon, il dit qu'il les a pris très discrètement. On n'a pas eu de photos dès la manifestation. Les journalistes, en ce qui concerne les journalistes, la police a interdit aux journalistes, français ou étrangers, de rentrer et de photographier. Donc, ils ne voulaient pas que ça se sache, les commissariats, la police sur les lieux, pas de journalistes. Puis il y avait quand même un policier, ils n'étaient pas nombreux, qui avait, je pense, vers la fin du mois d'octobre, qui avait fait un rapport accablant, qui a accablé la préfecture de police. Effectivement, sur la préfecture de police,
qui en fait a exécuté les ordres de son gouvernement. Oui. Papa aussi. Et nous savons, il y a Si beaucoup on de veut pas livres donner aujourd'hui d'ordre. d'historiens qui incriminent directement Le gouvernement. le chef de l'État de l'époque, Chef de le l'État, général le de Gaulle, général de Gaulle. son Absolument. Premier ministre, son ministre de la Justice, parce que Son ministre de la Justice. et de Oui. l'Intérieur. Il y a quelques Français qui ont réagi après par les écrits, mais au moment même, il n'y a pas eu d'autorisation ni pour les journalistes ni pour qui que ce soit. La police a été féroce parce qu'elle les ramenait dans les commissariats, elle les bastonnait à ne plus en finir, et après ils revenaient sur les bords de la Seine pour les jeter par le pont. Oui. Les poings et les mains liés. On a le cas de Fatima Beddar, Oui. pour ne citer que Fatima Beddar, parce que la liste serait Cette très jeune longue. écolière, justement, un mot sur cette Oui, jeune... Cette écolière, sa mère qui voulait aller aux manifestations, lui a dit dès que tu rentres de l'école, tu gardes tes frères plus petits que toi. Fatima n'a pas admis. Elle a dit, elle avait 14 ans et quelques. Non, pourquoi je ne participerai pas à la manifestation? Elle est sortie de l'école, elle n'est pas rentrée à la maison. Jusqu'à 8h30, quand les manifestations ont commencé à l'heure du couvre-feu, puisqu'on avait choisi l'heure du couvre-feu, Fatima s'est mêlée à la manifestation. Des policiers l'ont arrêtée. On ne sait pas s'ils l'ont frappée ou s'ils ne l'ont pas frappée. Toujours est-il qu'ils l'ont jetée par le pont, tombée dans la Seine avec son cartable d'écolière. Elle a été donc retenue par des fers au canal de Sens, et dans la Seine, quoi, un canal qui va dans la Seine. Et son père avait déposé plainte tout de suite, un avis de recherche. Et ce n'est que 15 jours après qu'on a appelé son père, le commissariat, pour lui dire « Venez voir si c'est bien votre fille ». Effectivement, c'était Fatima. C'est 45 ans après ce drame que M. Rafir, que vous connaissez, Oui, a procédé à toutes les démarches. Et il a eu beaucoup de mal parce que je l'ai accompagné comme j'ai pu, mais ça a été quand même très dur. Et qu'on est arrivé à faire rentrer la dépouille, la déterrer de Paris, de Fatima, la ramener ici, lui rendre hommage et l'enterrer à Tichy, dans son village natal. dans son village natal. Voilà, son père l'avait reconnu effectivement grâce à ses grandes tresses et à son cartable. Voilà, Madame Salih Hadj Felsassi, un exemple donc de ces enfants qui avaient compris les enjeux de la révolution algérienne. Oui, oui. Les enfants sont aussi, les enfants d'Algérie sont aussi un peu les oubliés de la révolution. Oui. On ne parle pas beaucoup d'eux. Ces derniers temps, il y a un mieux. Oui. Il y a un mieux. Il y a un film sur le petit Omar. Il y a eu dernièrement l'Organisation nationale des Moudjahidines a consacré une journée d'études aux enfants Chouheda en prenant 5 symboles, le petit Omar, Farrash qui est mort aux côtés du colonel Mohamed Bouguerra à l'âge de 14 ans. Deux jeunes enfants qui ont été tués lors de la manifestation de décembre. Oui. Watiki, Saliha Watiki et Farid Marraoui et Fatima Beddar. À partir de ces exemples, ces symboles, nous avons essayé de transmettre à d'autres enfants, puisque nous avons fait venir des enfants des écoles, des cadets de la nation, des scouts, et je crois que maintenant, nous devrions orienter nos travaux concernant la mémoire en direction de ces jeunes qui n'ont pas vécu la révolution, qui 60 ans après se demandent ce que c'est. Eh bien, c'est à eux qu'il faut transmettre. Et comment transmettre? En parlant de ces enfants qui avaient leur âge et qui ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie à ce pays. Et ces enfants-là étaient aussi bien en Algérie
qu'en France, puisqu'on vient de donner l'exemple, et que nous avons eu des amis qui étaient agents de liaison avec nous, qui ont travaillé et qui avaient 16, 17 ans à peine. Donc l'apport de ces enfants a été important, comme l'apport de la communauté, puisque nous parlons du 17 octobre. La communauté, oui, on a évoqué les enfants, la communauté, donc les ouvriers et les femmes. Et les femmes. Les femmes qui vont jouer justement le lendemain. Bien sûr, et les femmes qui n'ont jamais été... ce sont les femmes qui... Vous savez, on a eu une émission, on parlait, je crois, avec vous. Oui. Ce sont les femmes qui ont transmis les valeurs de l'Algérie. Oui. Ce sont nos mères qui nous ont permis de parler en arabe. Parce qu'elles ne voulaient pas, quand on rentrait de l'école, elles ne voulaient pas qu'on parle en français. Donc ce sont elles qui ont préservé la langue. Ce sont elles qui ont préservé nos coutumes. Chez nous, on mangeait du couscous, on mangeait de la charba, on mangeait pas les gratins. Exactement. Les gratins, on a appris à les manger bien après. Oui. Je me souviens, et Garmia doit aussi s'en souvenir, toutes les fêtes, ma mère, elle me mettait du henné, j'étais toute fière d'aller à l'école. Mes copines me demandaient qu'est-ce que c'est. Je disais c'est la fête chez nous. Donc ces femmes-là, elles ont d'abord été les gardiennes des valeurs, en plus d'être des actrices de cette bataille qui a eu lieu en France, et en plus de devenir les mères de famille responsables, parce que nos pères étaient soit arrêtés, soit tués. Ceux qui ont été tués, Allah yarhamoum, les autres étaient en prison. Ils étaient en prison en France. Les autres encore disparus. Et ils étaient, vous savez, après le 17 octobre, il y a eu, je pense, plus de 10 000 Algériens qui ont été renvoyés manu militari en Algérie. Donc, ces familles, il a bien fallu que quelqu'un s'en charge. Eh bien, c'était les mères de famille avec l'aide du FLN qui donnait une pension régulièrement, tous les mois, à chaque femme de détenue. Garmia a parlé des mandats, et à chaque enfant. Et la Fédération de France a joué un rôle important. Elle a demandé aux Algériens de se sacrifier, mais ceux qui se sont sacrifiés, quand elle a pu, elle aussi, elle a accompagné toutes ces familles de détenus. Alors, j'aimerais vous poser une question par rapport à la mobilisation des femmes le lendemain, le surlendemain, donc du 17 octobre. Est-ce que c'était un mouvement spontané ou bien c'était déjà une organisation? C'était programmé avant le 17? Je ne pourrais pas répondre parce que j'ai suivi les ordres de mon chef. On m'a dit, tu appelles toutes les femmes que tu connais pour aller soutenir ce qui s'est passé à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne peux pas donner une réponse ferme. Et elles se sont mobilisées Ah oui, spontanément. Spontanément. Spontanément, il n'y en a pas une qui a refusé. Elles sont venues même avec des bébés, des enfants. Il y en a une à qui on a cassé le bras en nous montant, parce qu'on nous a transférés de Saint-Paul à Fort-Montluc, où il y avait la guillotine pour nous faire peur. Ça n'a pas pris. Alors, donc, il y a un volet qu'on doit aborder, c'est le nombre de victimes. Donc, il nous dit, il a avancé le chiffre de 300 morts, mais il y a encore plusieurs disparus. Est-ce qu'on a le chiffre, Madame Garmia? Je pense que si on avait le chiffre, on l'aurait donné avec précision, puisque même c'est Ali Haroun, on en a parlé, il n'y a pas de chiffre exact. Une liste a été recensée, pour certains il y a des noms, pour d'autres il n'y a que des numéros, des dates de naissance. Des dates de naissance. Je vous ai apporté copie, mais le nombre exact, nous ne l'avons pas. C'est des milliers d'Algériens qui ont été tués. C'est très difficile. Au sein de l'Organisation nationale des Moudjahidines, est-ce qu'il y a un travail dans ce sens, Madame? Oui, au niveau de l'Organisation nationale des Moudjahidines, il y a des représentants pour chaque wilaya historique. La fédération du FLN en France, c'est la 7e wilaya, et elle a donc des représentants au niveau du secrétariat national et
au niveau de l'ensemble du territoire national. Et au niveau de cette wilaya, la 7e wilaya historique, il y a beaucoup de travail qui se fait, qui s'est fait, malheureusement, ça n'a pas toujours été mémorisé. Et c'est ça, le drame chez nous, c'est que on a tardé à écrire sur la guerre, on a tardé à archiver ce qu'il y avait à archiver, et surtout, on a tardé à faire parler des gens. Je ne sais plus qui a dit que chaque fois qu'un moudjahid meurt, c'est une bibliothèque qui part avec lui. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut maintenant, il faut accélérer. Il faut accélérer le mouvement parce que nous sommes en transit. Tous les jours, les moudjahidines meurent. Il y a l'âge, il y a, même quand on vous parle, il y a certaines choses, il y a des dates, on n'a plus cette précision que nous avions avant. Donc, il faut faire un travail. Et il y a au niveau de chaque wilaya, il y a un responsable qui est chargé de l'écriture de l'histoire. Et c'est vers lui que les gens se tournent. Il y a des musées, il y a au niveau de chaque wilaya, il y a des musées du Moudjahid où il y a maintenant le matériel adéquat pour enregistrer les gens. Voilà. On va voir les Moudjahidines qui ne peuvent plus se déplacer, on va les voir chez eux. On essaye de les faire parler pour reconstituer toute cette mémoire, parce que nous n'avons pas le droit de ne pas évoquer tout ce qui a fait la grandeur de notre révolution. Je vais paraphraser le général de Gaulle, ça fait rien, il est mort. Il me permettra de le paraphraser. Lui, il avait dit la France de Dunkerque à Tamanrasset. Moi, je dis la révolution algérienne de Dunkerque à Tamanrasset. Toute la population algérienne a été mise à contribution. Je ne veux pas dire autre chose, elle a été mise à contribution pour participer à cette révolution. Alors, une dernière question pour... Pour rester avec les enfants. Oui. Sur Lyon, il y a eu des massacres terribles entre le MNA et le FLN en 1958. Il y a un endroit connu par tout le monde, c'est la place du Pont. Qui ne connaît pas la place du Pont à Lyon? Et elle est suivie de la rue Boileau. Et il y avait beaucoup de messalistes qui habitaient la rue Boileau, quelques FLN seulement. Donc les responsables ne pouvaient plus aller dans cette rue Boileau sans recevoir un coup de couteau, voilà une balle, voilà. Donc là, c'est les enfants qui faisaient le messager. Donc les enfants ont été utilisés à tous les niveaux. Au niveau des attentats. Il faut un attentat, il faut bien donner l'arme à quelqu'un après. Ils ont été utiles. L'enfant allait là où on lui demandait d'aller et il allait avec fierté et conviction personnelle. Parce que l'enfant naît, je vais plutôt citer une phrase de Ammar Mokhtar, Allah yarhamou, qui dit que le bébé dans le ventre de sa mère en 1945 n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Donc c'est un peu pareil. L'enfant. Alors, une dernière question. Comment on peut expliquer aujourd'hui cette répression violente alors que depuis donc le 20 mai, je pense 1960, l'indépendance de l'Algérie est l'objet de négociations. Est-ce que l'État français voulait-il reprendre les négociations en situation de force? Bien sûr. Est-ce que c'est... C'est le général de Gaulle. Oui. Bien sûr. Vous le connaissez. Oui. Bien sûr. Donc, il ne voulait pas perdre l'Algérie. Il a bien dit une phrase dont je ne me rappelle plus très bien. Négocier, je ne veux plus de ça au cœur de Paris. Quelque chose dans ce goût-là. C'est pas pour le citer. Et on avait aussi l'OAS, les Français d'Algérie. En fait, l'Algérie n'a pas été... l'indépendance, nous ne l'avons pas eu en cadeau, nous l'avons arrachée.
Dépendance Quel que soit arrachée ce qu'on en malgré pense. donc ces manœuvres de dernière minute, madame. Bien sûr, bien sûr. Felsassi. Mais ce sont des manœuvres de bonne guerre, je De bonne dirais. guerre, oui, Parce chacun. que quand on est assis autour d'une table de négociation, Oui. chacun essaye de retirer le maximum. Et De Gaulle a toujours voulu, d'ailleurs, Affaiblir. il a toujours voulu affaiblir le FLN. C'est d'abord pour ça qu'il voulait une troisième force, qu'il voulait quelqu'un d'autre. Le FLN a toujours été intransigeant. Le FLN est le seul interlocuteur, le FLN est le seul représentant du peuple algérien. Il a voulu donner l'indépendance à l'Algérie sans le Sahara. Là aussi, un niet du FLN et des négociateurs, parce que pour nous, la terre c'est sacré. La terre c'est sacré. Pas un millimètre carré de cette terre ne doit être cédé à la France. Donc nous faisions tout pour avoir les coups des franches pour pouvoir négocier au mieux possible. Et ben, la partie adverse, elle essayait aussi, ils ont essayé, et ils ont tout essayé, hein, ils ont tout essayé, et je crois qu'avec les manifestations qui ont eu lieu au Sahara, pour dire que le Sahara était algérien, je crois que ça a été le coup de massue final. Voilà. Ils ont compris qu'il fallait donner à cette Algérie, il fallait lui donner son indépendance. Si c'était déjà, il y avait toutes les colonies africaines qu'on avait sacrifiées, pour garder l'Algérie. Oui. Et bon, c'est ça, hein, la marche des peuples, personne ne peut y résister. C'est l'apport du 17 octobre. Le 17 octobre a servi à démontrer que tous les Algériens étaient unis autour du FLN, qu'il fallait négocier avec le FLN. Et là, ça bloque quand même l'ennemi. Ce sera donc le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Madame Germia Feria, vous êtes une ancienne Moudjahida, vous avez milité au sein de la Fédération de France dans la région de Lyon. Je rappelle également que Madame Saliha Felsassi a commencé son militantisme au sein de cette fédération du FLN en France avant de rejoindre par la suite l'état-major général de la révolution algérienne. Encore une fois, merci. Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis ce soir et surtout l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.